Chaque année, le produit criminel augmente. C'est une spirale infernale. Et la vraie question, si ça continue et qu'on ne fait rien, ce n'est pas de savoir si la Belgique est devenue un narco-État, mais c'est de savoir quand elle le deviendra. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Michel Claise. Bonjour Michel Claise. Bonjour. Michel Claise, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez été donc avocat pendant 20 ans. Vous avez ensuite été surtout juge d'instruction pendant 23 ans. Vous êtes également l'auteur de 14 romans, puis 2 essais plus récemment. Vous êtes enseignant à l'ICHEC, maître de conférences à Solvay, expert au Conseil de l'Europe. Vous intervenez également au programme international à Strasbourg en ce qui concerne la lutte contre la criminalité financière. Et on vous connaît bien sûr pour les questions de criminalité à col blanc, qu'on va avoir l'occasion d'explorer ensemble. Les questions de... Voilà, on a notamment parlé en 2014 de l'inculpation du patron d'UBS Belgique, puis de la banque HSBC. Le patron des patrons qui est arrivé derrière le barreau à Savou, Luc Van Steenkiste. Vous avez travaillé sur les dossiers des Panama Papers, des Swiss Leaks, des Football Leaks, et de manière générale, les questions de corruption. Ça fait une fameuse liste de sujets qu'on va pouvoir éventuellement explorer ensemble. Revenons à l'instant sur la question des questions de corruption, puisque c'est notamment sur ces questions qu'on vous a entendu intervenir dans la presse. Alors, je vais vous poser la question simplement, tout bêtement. Qu'est-ce qui explique, selon vous, votre efficacité dans ces dossiers? Puisque quand on lit la presse, on a l'impression que vous étiez particulièrement talentueux. Oh, c'est gentil. Alors, je ne sais pas si je suis talentueux, mais en tout cas, j'ai des bonnes équipes de policiers. Sans bons policiers, on n'arrive à rien. Alors, la corruption est une infraction qui est particulièrement difficile à détecter. Pourquoi? Parce que vous avez 2 personnes qui s'entendent, le corrompu et le corrupteur, et parfois il y a un petit élément qui dépasse, qui fait que cela vient à la connaissance du parquet ou des policiers. C'est toujours toujours une petite bavure de l'auteur du crime? Oui, il y a toujours heureusement qu'il y a des petites bavures de temps en temps, parce que c'est peut-être une des infractions financières les plus difficiles à détecter. Alors, les affaires de corruption, j'en ai connu quelques-unes, effectivement, et c'est surtout dans la manière dont elles sont amenées dans le cabinet du juge d'instruction qu'on sait déjà si on a une chance d'obtenir quelque chose ou pas. Mais disons que d'une manière générale, il faut de l'imagination, un peu de chance, beaucoup d'audace pour oser s'attaquer de temps en temps à certains qui ont des grands noms dans le domaine de la corruption, et puis parfois un flagrant délit, ce qui est déjà arrivé. Et puis, alors on boucle un dossier. Vous parlez d'audace. On pourrait mettre ça en comparaison avec des pressions, avec des craintes. Est-ce que vous estimez que vous avez été audacieux dans le sens où vous faisiez face à des risques? Les risques, je ne vais pas dire qu'il n'y en avait pas. Parce que de temps en temps, évidemment, il y avait des sonnettes d'alarme qui étaient tirées par l'Office central de l'appréciation de la menace. D'ailleurs, ce sont des moments qui sont difficiles à vivre pour les magistrats. C'est pas très agréable d'être mis sous protection à ces moments-là. Mais disons que ce n'est pas le risque qui fait qu'on ne va pas enquêter. Moi, je me suis jamais vraiment senti en danger. Alors, de pression, je dois vous avouer que dans ma carrière, j'en ai pas eu. J'ai fait l'objet d'attaques, j'ai fait l'objet de menaces, mais je n'ai jamais fait l'objet de pression. J'ai parfois constaté certaines intrusions de l'exécutif dans le monde judiciaire, mais fort peu. Je pense que nous vivons encore dans une société relativement démocratique, ce qui en soi est déjà un succès quand on pense dans le monde au nombre de pays qui ne sont plus du tout dans la démocratie. On peut encore un peu s'en revendiquer. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans l'interview, mais il y a notamment une intrusion dans votre appartement au moment de l'affaire Qatargate. Donc il y a quand même quelques exemples, je pense, de... Oui, tout à fait. Donc là, c'était assez amusant, si je puis dire, parce que c'était d'une maladresse par rapport à ceux qui l'ont fait. On s'est aperçu que... c'est tout bête. J'ai 2 serrures à ma porte d'entrée. Il y en a une qui est une serrure de sécurité, mais dont je n'ai plus la clé depuis des années. Okay. Et puis, c'est tout simplement, cette serrure était fermée, ce qui était totalement impossible. Donc, il y a eu une intrusion. Mais donc de quelqu'un qui possédait la clé, alors? Non, vous pensez qu'il faut posséder une clé pour rentrer quelque part? Moi, mon serrurier avec qui j'ai travaillé pendant des années, il suffisait parfois de regarder la porte pour qu'elle s'ouvre, tellement il était habile de ses mains. D'accord, je possède, je pense, une meilleure porte que vous, alors. Mais... Oh, surtout pas, la mienne, c'est une vraie passoire. Très bien, donc des questions de pression, voilà, vous estimiez qu'il fallait une certaine créativité, vous disiez. Et quoi, est-ce que
vous avez le sentiment d'être particulièrement créatif, que c'est quelque chose qui vous a servi dans ce travail-là? C'est un travail collectif. Donc, une enquête, ça se mène avec des policiers, de temps en temps, avec le parquet dans les très très gros dossiers, parce qu'on ne peut pas concevoir de ne pas mêler le parquet à l'enquête en vue de maintenir une cohésion dans ce qui seront plus tard les poursuites. Le juge d'instruction ne poursuit pas, il instruit. Et la créativité, c'est une réflexion globale. Il faut de temps en temps se dire, tiens, moi ça m'est arrivé dans un dossier où personne n'y a cru. On dit, mais écoutez, puisque les personnes poursuivies disent que la solution se trouve dans un pays extrêmement difficile d'accès, en l'espèce c'était le Pakistan, et si nous faisions une commission rogatoire au Pakistan, sachant qu'on n'avait quasi aucune chance d'avoir une réponse du Pakistan pour se rendre sur place. Mais pas du tout. Non seulement nous avons reçu une réponse, nous avons été sur place, et effectivement, nous avons trouvé le poteau rose quand nous étions au Pakistan. Vous voyez, la créativité, c'était de se dire que finalement, et si on tentait quand même le coup, ça a marché. Ne pas être trop présomptueux dans son enquête. Je vais me permettre de rappeler pour les personnes qui n'auraient peut-être pas forcément le vocabulaire ou les connaissances judiciaires, donc juge d'instruction, c'est-à-dire que vous ne jugiez pas de l'affaire en elle-même, mais vous étiez en charge de l'enquête, d'objectiver les faits. Moitié policier, moitié magistrat. Le magistrat est chargé de la légalité des actes posés. Et le côté policier du juge d'instruction, c'est participer à l'enquête elle-même. De temps en temps, je n'ai pas fait que des affaires financières, bien sûr. Quand on était de service de droit commun, nous, les juges financiers, nous descendons sur place. Nous allons chercher les cadavres quand il s'agit d'un assassinat. Et nous cherchons, bien entendu, les assassins. Et de temps en temps, on les trouvait. Non, je pense d'ailleurs qu'on les a tous trouvés. Tous. Il est extrêmement rare qu'on ne trouve pas, ou on ne parvient pas à dévoiler, à trouver l'identité du criminel. C'est pas pour ça qu'on l'arrête. S'il est parti dans des pays exotiques, c'est difficile de mettre la main dessus. Mais en général, les enquêtes sont à un très haut pourcentage résolues. Alors, je comptais en parler plus tard, mais ça me permet de forquer sur faire le lien avec un autre élément, qui sont la question des fameuses banques de données, puisque donc en Belgique, on est assez prudent vis-à-vis de ces questions. Donc, on a des banques de données, par exemple, pour ce qui est des agressions sexuelles, pour ce qui est des meurtres, ce genre de délits, mais pas, par exemple, pour la criminalité disons plus légère, vol à l'étalage, etc. Là où, par exemple, chez nos voisins, ils sont beaucoup plus radicaux en France à ce niveau-là. Est-ce que du coup, vous avez en tête quelques exemples de criminels qu'on n'a pas pu attraper? Est-ce que vous avez le sentiment que... Sans doute. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est l'inverse. Parce que j'avais été en charge d'un dossier. C'est une vieille dame qui, dans le quartier des Marolles, avait été, assassinée pour la voler. Et donc, on n'avait que très peu d'éléments d'enquête qui nous permettaient d'identifier les auteurs. On avait une vague photo dans l'immeuble de deux personnes qui rentrent, qui ne sont pas des habitants d'immeuble et qui vont sortir 3/4 d'heure après avec une valise. On voyait quand même un peu leur visage, mais c'était une très mauvaise qualité. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas parce qu'on a leur visage qu'on peut en faire quelque chose. Ici, c'était impossible. Et donc, on avait très peu d'éléments. Et alors, il fallait donc procéder aux méthodes traditionnelles. Donc, cette personne avait eu le visage entouré de papier. Vous savez qu'on met sur les caisses quand on déménage, là, ces papiers bruns, là, pour fermer les caisses, avec des chaussettes dans sa bouche. Donc, on l'a tué en l'étouffant. Okay. Et donc, toute l'enquête a porté, puisqu'on avait fait tous les caméras, les tentatives de vérification des utilisations de GSM, d'antennes, etc. À rien. Et donc, on a travaillé sur les ADN. Alors, en travaillant sur l'ADN, c'est pas du tout comme dans les experts Miami, où on prend la petite culotte de la fille violée, on la met dedans, puis boum, vous avez la photo du gars dans les 30 secondes qui sort, et une minute après, Horatio Kane peut l'écouter dans son bureau. C'est pas comme ça que ça marche. Ça demande des analyses qui sont extrêmement longues, avec des moyens quand même qui sont pas exceptionnels non plus en termes de rapidité. Et pendant 1 an, j'ai enquêté millimètre par millimètre sur... J'ordonne donc aux policiers de soumettre au laboratoire millimètre par millimètre. Et puis, à un certain moment, on détecte une part d'ADN. Il faut 17 éléments pour constituer un ADN entier. Et donc, une reconnaissance possible. Et donc, j'en avais 1, puis j'en ai eu 3, puis j'en ai eu 5, puis j'en ai eu 10. C'est un ADN mâle. Donc là, forcément, c'est vraisemblablement celui peut-être de la personne qui a procédé à l'agression. Et puis, plus rien. Et donc, à un certain moment, mon policier arrive en disant, écoute, voilà, il reste une micro-goutte de sang qu'on a détectée. Alors, je comprends, ça a coûté cher. Si on n'analyse pas cette micro-goutte de sang, jamais je ne dormirai. Et là, l'ADN complet apparaît. Et donc là, j'ai une identification possible. J'envoie en Europe la lecture de l'ADN partout. Et c'est la France, c'est Paris qui va me répondre en disant, nous connaissons la personne que vous cherchez. Ah, je dis, et pour quel motif ?
vol à l'étalage. Et c'est là que j'apprends effectivement que en France, dès qu'on a fait l'objet d'une poursuite et d'une identification, il existe une banque de données, même pour le vol à l'étalage, qui est retenue. Et bien, grâce à ça, j'ai pu identifier, il était libéré, mais on a fait ce qu'on appelle des utilisations téléphoniques de vérification géographique là où se trouve le GSM, comme ils avaient son numéro de GSM et sa carte SIM, et on l'a arrêté. Et j'ai eu le deuxième très facilement, ils ont passé devant la cour d'assises. Et ils ont été condamnés pour vol avec le meurtre pour faciliter celui-ci. Donc, c'est-à-dire une des plus hautes infractions du code pénal. Donc, vous voyez que là, la France, oui, ça fonctionne. Ils ont une banque de données générale. Et en Belgique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est limité aux faits sexuels et de crimes de sang. Alors, vous occupez une position assez particulière puisque vous êtes passé donc du rôle de juge d'instruction, voilà, magistrat, moitié magistrat, moitié policier, comme vous le disiez, à un rôle politique. Vous aviez l'ambition, on va en parler un peu plus tard, mais l'ambition de siéger à la Chambre des représentants avec défi. Ça n'a pas été le cas finalement. La question, on peut malgré tout se la poser, la question de l'équilibre entre la vie privée, la collecte des données centralisées donc dans le chef de la police fédérale contre l'intérêt des forces de police dans le cadre d'une enquête. Est-ce que vous auriez tendance à défendre le status quo dans la façon dont c'est aujourd'hui en Belgique, c'est-à-dire qu'on est prudent dans la collecte des données, on ne les partage pas forcément. Dès qu'il y a un vol à l'étalage, on ne se permet pas de récolter de façon permanente les données génétiques de la personne, ou bien est-ce que, au contraire, vous enviez totalement la France et vous voudriez qu'on fasse comme eux? Je vous reprends d'abord sur un point. Me présentant troisième sur la liste des filles, peut-on dire que j'ai l'ambition d'être au fédéral? La réponse est non. Moi, mon ambition ici, c'était de mener une campagne politique pour mettre en évidence tous les problèmes qui se posaient en termes et de justice financière. Vous étiez sur les listes sans vouloir vraiment siéger? C'est pas une question de... J'aurais été ravi de siéger. Oui. J'ai fait une campagne dans laquelle, à mon sens, il y avait une possibilité de le faire. Mon résultat, d'ailleurs, était quand même assez satisfaisant dans la mesure où il y en a 2 qui siègent au Parlement avec moins de voix que je n'en ai obtenu. Ça, c'est le jeu des partis. 6700 votes de préférence. Oui, quasiment, oui, c'est ça, plus que ça même. Et donc, un petit peu plus dans les 6700. Et donc, c'est pas mal du tout pour un début. Mais en réalité, bon, vous pensez bien que c'est pas un parti qui va non plus. Mais c'est un excellent parti pour moi qui correspond à mes valeurs. Je reviens. Alors, en termes, à votre question, est-ce qu'il faut un statu quo ou pas? C'est une question extrêmement importante dans la mesure où, nous disposons d'une protection des données de la vie privée, le RGPD, qui est quand même bien faite. Et donc, nous avons de temps en temps, effectivement, des failles, mais ces failles, on peut effectivement les combler. La situation actuelle, quand vous dites dans l'intérêt de la police, faut-il augmenter? C'est pas dans l'intérêt de la police qu'on le fait. C'est dans l'intérêt de l'enquête, de la recherche de la vérité, de la recherche d'éventuels coupables. La seule chose qui pourrait être inquiétante, et nous connaissons quand même une société mondiale, une société européenne qui connaît actuellement des grands bouleversements sur le plan politique, il est évident qu'à partir du moment où on crée des banques de données aujourd'hui dans un pays qui connaît la démocratie, et qu'il y a un renversement de la démocratie, cela pourrait être utilisé, évidemment, à des fins autres que des fins d'enquête criminelle. Ça, c'est un danger. Mais, d'un autre côté, aujourd'hui, avec le système démocratique, sachant que toutes les mesures qui touchent à la vie privée se font sous le contrôle d'un magistrat qui doit motiver. Si c'est mal motivé ou motivé à tort, tout élément qu'on découvre est écarté de l'enquête. Ça vaut pour les écoutes téléphoniques, comme ça vaudrait pour une recherche d'ADN. À partir de ce moment-là, moi, je serais favorable, effectivement, à étendre l'existence des banques de données à ce stade, en étant particulièrement attentif à l'évolution de la société. Mais, quand je cite cet exemple, c'est pour ça que j'étais jusqu'au bout, parce que je savais que vous alliez me poser la question. Et donc, on va jusqu'au bout dans cet exemple de cette dame dont on a découvert les assassins. S'il n'y avait pas eu l'ADN en France, j'aurais jamais découvert les assassins. Oui, mais c'est... Bon... Voilà, effectivement, on aurait envie de dire, on peut tout justifier. La fin justifie les moyens. On peut justifier n'importe quelle sorte de banque de données à partir de ce moment-là. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que la justification... la conclusion sur laquelle vous arrivez. Non, la fin ne justifie pas les moyens. C'est la manière d'arriver à la fin qui doit être, à la fin, c'est-à-dire in fine, que les choses doivent être évidemment maintenues dans leur existence actuelle, par l'obligation de vérification du pouvoir judiciaire, qui, je vous rappelle, est indépendant du pouvoir policier, et inversement. Vous avez le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice d'autre part, mais
évidemment, le risque, c'est un détournement. Est-ce que les policiers aujourd'hui ont l'occasion de détourner les données qu'on obtient à des fins policières sans passer par un magistrat? Oui. Et je l'ai dénoncé dans la presse. Il y a un cas. C'est notamment les caméras de rue. Et donc, vous avez des caméras de rue qui sont placées en vue de la circulation routière et la détection des infractions éventuelles. Eh bien, figurez-vous que celles-ci peuvent être utilisées par les policiers dans le cadre d'enquêtes sans passer par un magistrat, ce qui est inacceptable. Moi, je l'ai dénoncé. Mais bon, en attendant, c'est le cas aujourd'hui et je n'aime pas cela. Oui, c'est assez bluffant là où on en est arrivé. Je vais me permettre de revenir donc, sur les questions de corruption, puisqu'on a fait un petit détour sur les questions de vie privée. Est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui une aggravation des questions de corruption dans l'Union européenne? Oui, mais oui, je me pose la question de savoir, d'abord ça a toujours existé. Est-ce que c'est une aggravation ou bien tout simplement est-ce que nous avons trouvé des moyens de la détecter plus facilement, Il y a les deux qui peuvent se joindre, mais je pense qu'il existe, de par la situation difficile que nous connaissons aujourd'hui d'un point de vue économique, une aggravation de celle-ci, parce que la corruption, il ne faut pas nécessairement s'imaginer que ça se fait au niveau du Parlement européen. La corruption, c'est aussi dans les communes. Écoutez, moi j'ai vécu un dossier dans une commune à Bruxelles où les fonctionnaires faisaient des faux permis de conduire, moyennant des montants ridicules au profit de personnes venant de l'étranger qui sollicitaient d'avoir un permis de conduire. C'est une petite corruption, direz-vous, sur le plan des montants. Le montant global des intermédiaires entre les fonctionnaires de la commune et les personnes qui achetaient les fameux permis de conduire et parfois aussi des cartes d'identité, etc., se chiffre en 2 ans et demi à 36 millions d'euros que nous n'avons jamais retrouvés. Et donc vous imaginez bien que la corruption, à partir de ce moment-là, elle est impactante, elle est grave, et elle se joint à l'autre infraction qui est véritablement le couple infernal de la société aujourd'hui, qui sont je dirais presque les mamelles de la criminalité financière, c'est la corruption et le blanchiment d'argent. Et vous mettez les deux ensemble, ça ce sont évidemment les deux cancers de la société aujourd'hui. Et vous mettez ça en lien alors une augmentation globale de la criminalité et de la quantité d'argent sale qui circule? Quantité d'argent, facilité de la circulation d'argent et paupérisation également. Tout le monde sait, on a toujours l'image du policier africain corrompu qui va, moyennant un bakchis, laisser la personne tranquille, mais ça parce qu'il n'est pas payé. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez une paupérisation, une diminution des moyens, vous avez une augmentation du risque de corruption. Il y a une organisation internationale qui s'appelle Transparency International, qui est donc chargée de l'évaluation de la corruption dans le monde, pays par pays, qui fait d'ailleurs une espèce de liste par ordre des pays les plus corrompus aux moins corrompus. Et donc, ils travaillent aussi sur les modus operandi et ils attirent l'attention sur le fait que les pays qui sont en voie de paupérisation sont en voie également de développement de la corruption. C'est une évidence. Ça pose de très nombreuses questions. Ça me permet de mettre en avant votre livre, Combattre la criminalité, une urgence démocratique, publié chez Racine donc il y a quelques mois. Déjà, première remarque, vous l'avez publié donc en octobre, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a vraiment quelques mois après les élections. Habituellement, les politiciens publient ça juste avant les élections pour un petit peu faire parler d'eux, pour se faire inviter à gauche, à droite. Qu'est-ce qui explique ce timing un petit peu étonnant? Je vous ai dit que j'étais un mauvais politicien. Moi, je ne l'ai pas fait pour des motifs politiques, je l'ai fait en réalité pour des motifs de transmission. Et je me demande même si le fait de l'avoir fait après les élections ne rend pas plus le texte crédible. La démarche est plus... Et d'abord, je tiens à vous signaler une chose, c'est que contrairement aux livres écrits par les politiciens, ce livre-là, c'est moi qui l'ai écrit et pas une plume. Je me suis posé la question. Dont le mot ne peut plus être utilisé aujourd'hui. J'ai pu le vérifier, parce qu'effectivement, voilà, donc dans le livre, on peut en parler, vous explorez la criminalité un petit peu de bout en bout. Vous parlez de la Cosa Nostra, vous parlez des Yakuza, du djihadisme, de la destruction de l'environnement, la cybercriminalité, la traite d'êtres humains, la criminalité en col blanc, bien sûr, la financière, la corruption, comme on l'a dit. Ça fait une grande mosaïque de nombreuses problématiques. Et effectivement, on voit dans les interviews que c'est vraiment des sujets que vous connaissez depuis longtemps et que vous les avez vraiment explorés. Et que ce n'est pas simplement un prêt de plume ce n'est pas ChatGPT qui a écrit ce livre. Attention, vous savez que oui, sur un point.
Dites-moi. Non, mais dans la conclusion. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, Je me suis amusé dans la conclusion à interroger ChatGPT parce que j'étais avec un ami en train de déjeuner. Alors, il me parlait de ChatGPT. Je lui ai dit, tiens, mais je suis en train de conclure mon livre. Comment est-ce que ChatGPT conclurait mon ouvrage sur la criminalité? Alors, on s'amuse. Alors, je dis, voilà, je suis l'auteur. Voilà le pitch du bouquin. Et alors, il me sort un truc ChatGPT. Je dis, mais c'est tout à fait ça. Je dis, mais si maintenant, je lui pose la question, l'homme politicien un peu mi-voyou, mi-incompétent, qui lui poserait la question. Il me sort le texte que j'ai repris dans la conclusion, et pour moi, le seum et la cerise sur le gâteau, c'est évidemment que je suis membre d'une organisation criminelle. Comment est-ce qu'il conclurait la lecture de mon essai? Et il y a ce moment merveilleux. Mes chers associés, jamais on ne s'est aussi bien porté. Alors, je reconnais que comme ChatGPT, je l'appelle le génie dans la lampe, eh bien, je reconnais que là, nom d'un chien, ça valait la peine que les 2 dernières pages, je le cite, et quand j'ai dit à mon éditrice, ça t'ennuie si je cite ChatGPT, parce que je me suis très fort amusé à le faire, mais c'est formidable, faut le faire. Et voilà, c'est comme ça que vous allez lire ces lignes invraisemblables et qui sont en réalité, malheureusement, tout à fait le reflet du livre. Ouais. Donc voilà, on explorait à l'instant donc la question de la paupérisation, la corruption qui s'empire sur ces 20-30 dernières années. Si je vous demande de faire une rétrospective sur vos 23 ans d'expérience en tant que juge d'instruction, qu'est-ce que vous avez pu constater comme évolution, et inversement, qu'est-ce qui reste profondément constant dans la criminalité? Qu'est-ce qui restait pareil? Qu'est-ce qui a fort évolué? Alors, ce qui a fort évolué, c'est l'accroissement de la délinquance elle-même. Et en même temps, et c'est dramatique, c'est la diminution des moyens pour la combattre. Ça, les montées, diminutions, ça c'est une chose que nous avons, nous les professionnels, constatée. Je suis pas le seul. Et c'est une chose qui est terrible. Alors une c'est en termes de chiffres. Chaque année, le produit criminel augmente. Et c'est normal. Parce que finalement, c'est une spirale infernale. Moi, j'avais appelé ça dans le premier essai, mon essai sur la criminalité financière, j'avais appelé cela le complexe du Brahman Sissa. Et comme je dis, tout le monde connaît le Brahman Sissa. Alors, en général, tout le monde me dit non. Allez, je vais vous raconter cette histoire. Vous avez donc dans une Inde légendaire un Maharaja qui s'ennuie et le Brahman Sissa, pour l'amuser, lui fait le plus beau cadeau du monde. Il lui offre le jeu d'échecs. Et le Maharaja lui dit, je vais te remercier, je t'offre tout ce que tu veux, de l'or, de diamants. Et le vieux sage lui dit non, je veux simplement de la nourriture jusqu'à la fin de mes jours. Si tu avais la gentillesse de mettre un grain de riz sur la première case de mon jeu d'échecs, un deuxième grain de riz sur la deuxième, 4 grains de riz sur la troisième, 8 grains de riz sur la quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière case de mon jeu d'échecs. Le Maharaja se dit, je fais une bonne affaire. La seule chose qu'il n'avait point prévue, c'est que c'est à ce point exponentiel qu'il faut 1 millénaire de production de riz pour remplir la dernière case. Il en est de même avec la criminalité financière. Dans mon nouvel essai, j'ose des chiffres qui sont des chiffres évidemment purement approximatifs, puisque le principe c'est la clandestinité, et je crains malheureusement que les chiffres que je cite, qui sont un croisement d'informations venant des Nations Unies, de la Banque mondiale, des instances de l'Union européenne, que je sois en dessous de la réalité. Mais toutes les criminalités confondues qui rapportent de l'argent, je pense qu'on dépasse largement en Europe les 1000 milliards d'euros par an. Mais imaginez-vous que c'est le produit d'une année. Et qui va elle-même s'augmenter l'année d'après par rapport tout simplement à l'inflation, les intérêts, l'impunité de ces organisations criminelles qu'ils en ressentent à travers le fait de continuer. Mais imaginez-vous aussi que ce produit se mélange aux années précédentes. Et là, on tombe dans le complexe du Brahman Sissa. Et que cet argent est blanchi et rapporte de l'argent. Et l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant, etc. Jusqu'à ô combien, sans racine. C'est foutu. C'est foutu. Et donc là, effectivement, c'est ce que je constate, en tout cas dans mon expérience, mes 20 ans d'expérience. J'ai quand même eu à traiter des très gros dossiers financiers, avec des montants qui touchaient parfois à des milliards. Eh bien, je peux vous dire que cela s'aggrave, que ce sentiment d'impunité des criminels vient aussi de ce sentiment d'impunité et aussi de la possibilité, grâce aux techniques et aux conseils dont ils disposent, de blanchir avec une facilité dérisoire. C'est facile de blanchir. Je ne comprends pas que, de temps en temps, certains se fassent prendre. Mais en principe, ça ne devrait pas être. Certains? Vous pensez à qui? Personne ne se fasse apprécier. Une question de chance. D'adresse.
Bien. Donc ça, c'est pour ce que vous avez vu comme évolution en termes vraiment d'importance, en termes du fait que ça se popularise, hein, presque, on a envie de dire ça comme ça. Inversement, qu'est-ce que vous avez vu comme constance? Qu'est-ce qui n'a vraiment pas changé? Qu'est-ce qui est constant, en fait, à travers toutes ces filières de criminalité? Non, ce qui n'est pas constant. Dans les filières de criminalité, la constance, c'est leur existence. Alors, il y a deux types de filières criminelles. Il y a les pérennes, comme les grandes mafias siciliennes, chinoises, etc. Il y a les pérennes autres, comme les associations, comme les micromafias et autres, qui ne sont pas avec, je dirais, des fratries, comme il existe en Sicile ou en Chine. Mais ce sont les mêmes. Ce qui est pérenne, c'est en réalité que il ne se passe pas un jour sans que se crée à la seconde une organisation criminelle. Ce qui est constant, c'est que les moyens dont ils disposent sont utilisés avec une augmentation. C'est assez marrant de dire que c'est constant, mais c'est en augmentation. Par exemple, les moyens informatiques. Les organisations criminelles disposent de plus en plus de moyens informatiques et nous sommes toujours avec 10 guerres de retard. Oui. Si pas 20 guerres de retard, si pas 30 guerres. Nous sommes passés en matière de justice. La constance, c'est la flexibilité. Ben oui, voilà. Exactement. Et donc, ce qui est quand même extraordinaire en matière de justice, j'avais cité ça dans une de mes conférences, et en matière de justice, nous sommes passés du Moyen-Âge à la préhistoire. Et quelqu'un me dit, vous voulez dire qu'on est passé de la préhistoire au Moyen-Âge? Je dis non, on est passé du Moyen-Âge à la préhistoire. Ah, c'est un petit peu le drame. Nous sommes tout à fait d'une incompétence totale à attribuer les moyens nécessaires face à l'immensité de ces phénomènes, à nous attribuer, à nous les professionnels sensibles et connaissant véritablement les implications que cela peut avoir en termes de démocratie, il n'y a personne qui va nous donner les moyens suffisants que pour lutter convenablement contre cette augmentation. Et la constance dans tout cela, c'est que ça ne risque pas de disparaître. C'est perdu d'avance, alors. Oui, d'une certaine manière, mais on peut peut-être limiter les dégâts à défaut de faire marche arrière. Mais ça demande en tout cas, arrêter les comportements. Oui, ça demande des moyens. Ah, énormément. On a eu l'occasion d'en discuter. C'est assez déprimant, je dois dire, quand j'ai fait mon interview de Thierry Marchandise il y a quelques mois, où on faisait le constat des prisons sous-staffées, des magistrats en dépression, des affaires qui prennent du retard, 2 ans, 3 ans, et puis qui finalement dépassent le maximal. Voilà. Alors, vous êtes maintenant passé dans le monde politique. Mais non. Écoutez, vous avez un siège au conseil communal de Forêt. Alors c'est pas là que je vais combattre le blanchiment. Voilà, à moins peut-être que je détecte une corruption au sein du conseil communal. Écoutez, je plaisante, il n'y a pas de raison. Si vous avez un scoop pour moi, n'hésitez pas. Mais oui, effectivement, c'est vrai que ça m'a un petit peu étonné. C'est-à-dire que là où dans les interviews, vous avez beaucoup tendance à parler des questions judiciaires, des questions de criminalité, etc., puisque c'est votre expérience. On voit quand même relativement peu le rapport avec le siège communal à Forêt, je dois dire. Ah, vous vous trompez encore. C'est vous qui venez de le dire. Oui. Non, parce qu'en réalité, grâce à cela, ça m'a permis d'être élu au conseil de police. Ah oui, d'accord. Oui. C'est tout dit, voilà. Et en même temps, je peux participer maintenant, ça va se décider ce soir, je verrai, je participerai à des commissions en matière de culture. Parce que mon autre casquette, c'est évidemment, et vous le savez, c'est la culture. Ouais. Et donc, en réalité, d'une certaine manière, j'ai pas été élu au fédéral, mais en tant que mandat politique, j'ai un peu ce que je veux, là. Je suis extrêmement content. Et alors, je peux vous dire une chose, j'ai mon 2e conseil communal ce soir, quand nous parlons, et je l'attends parce que moi, j'aime bien, vraiment. Et j'aime bien être en contact avec la vie sociale et voir ce qu'on peut faire de mieux. Quand on est dans l'opposition, ça ne consiste pas nécessairement à dire « je ne suis pas d'accord ». C'est vraiment réfléchir ensemble vers un mieux. Et de temps en temps dire « je ne suis pas d'accord », parce qu'il y a des questions de principe de l'autre côté avec lesquelles on ne peut pas s'accorder. Oui. Donc, voilà, je reviens sur ce que je disais à l'instant, la question des manques de moyens, la question de la... Voilà, des magistrats qui tombent tous en dépression, apparemment. Et qui... Oh non, je n'ai jamais été en dépression. Peut-être que c'est différent quand on est juge d'instruction, mais en tout cas, les avocats, les procureurs, les juges, etc., voient la question des moyens, la question ça, oui, c'est épouvantable. C'est très difficile. Écoutez, il y a une étude de SPF Justice qui dit qu'il manque 43% de magistrats. Alors, comment voulez-vous qu'on fonctionne? Alors, donc ça, c'est largement dû aux questions budgétaires, puisqu'il y a eu une diminution des moyens, notamment en 2014 sous le gouvernement Michel I. Risque d'y avoir sans doute... Alors, ça dépend qui on écoute, puisque donc on est dans un contexte d'austérité, des coupes budgétaires. D'après les dernières fuites, je ne sais pas si on peut tout à fait s'y fier, mais d'après les fuites des négociations qui sont en cours actuellement pour le fédéral,
semblerait que les moyens soient plutôt en augmentation pour la justice. Donc, on n'a pas les mêmes fuites alors. Ah, on a pas. Ok. Vous avez des feux. Oui. D'après ce que vous avez entendu, on continue dans la. Je pense que d'après ce que j'ai entendu, j'aurais du travail. Travail quoi au niveau. Analyser pour autant que l'Arizona connaisse le jour, mais parce que c'est pas encore tout à fait fait. Oui, non, c'est sûr. Je pense que j'aurais du boulot à analyser les centaines de pages qui sont en train de nous concocter pour voir véritablement si cela est cohérent avec l'approche de la société actuelle qui nécessite d'avoir une justice convenable. Je ne dis même pas plus forte, je dis tout simplement existante et convenable. On verra. Ouais. Mais d'après ce que j'entends, c'est mal barré. Voilà, ok. Mais donc, si on part de cette idée-là, que ce sera vraisemblablement mal barré, qu'est-ce qui explique ce décalage entre donc, la population qui désire, voilà, notamment dans le contexte des fusillades ici à Forêt, ici à Bruxelles, dans le contexte de trafic de drogue, désire plus de sécurité, qui est globalement insatisfait des questions judiciaires qui prennent des années à être réglées, tous les témoignages qui concernent les prisons, les magistrats que j'ai déjà évoqués. Donc la population est demandeuse d'une amélioration vis-à-vis de ces questions. Les politiciens qui ont gagné, voilà, le mouvement réformateur, pour ne pas le nommer, voilà, dans son programme, met très fort en avant les questions sécuritaires, etc. Qu'est-ce qui explique alors ce décalage ou dans le concret finalement? Oui, mais il ne faut pas confondre l'effet d'annonce avec l'annonce d'un effet. Il y a évoqué par GLB, comme on l'appelle, la création d'un ministère. Non, c'est la NVA qui l'avait fait, d'un ministère de la sécurité. Mais à quoi ça sert? À partir du moment où il existe déjà l'intérieur et la justice, il suffit tout simplement désaccorder un ministère de la sécurité. Moi, je trouve ça d'ailleurs que c'est un bruit de botte comme ça qui me dérange profondément. Je n'aime pas du tout. 1984, un petit peu. Moi, c'est ça, il y a de ça, j'aime pas du tout. Alors qu'on a toutes les possibilités structurelles d'agir. Non, mais non, soyons clairs. Le problème de la justice ne se limite pas à la sécurité. La sécurité, on se tire dessus dans les rues, on s'est ici à Forêt, ici à l'altitude 100, il y a un type qui a vidé un chargeur de Kalachnikov, vous imaginez ça, à l'altitude 100, dans le haut de Forêt, et qu'est-ce qui s'est passé dans le bas, à la place Saint-Antoine, et je limite ça à la commune dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Le problème de la sécurité, c'est que le citoyen, c'est un droit. Le droit à la sécurité, c'est quelque chose de totalement inaliénable, et ça fait partie du droit démocratique. Actuellement, on peut véritablement dire que nous connaissons une dégradation de ce droit. Il y a des pays où c'est beaucoup plus grave. Mais quand même, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la dégradation, elle est en cours. Les phénomènes qui sont au départ de cette dégradation, c'est la paupérisation. 2, c'est l'augmentation de la puissance des organisations criminelles, parce que ceux qui tirent dans les rues, ce sont leurs tout petits soldats, mais les organisations criminelles sont de plus en plus puissantes. Et troisièmement, c'est l'impunité dont elles se sont revêtues. Vous mettez les trois ensemble, ça ne veut pas reculer, ça ne peut qu'augmenter. Alors, lutter contre la sécurité, il y en a qui disent, mais voilà, le ministre de la Sécurité, on va mettre plus qu'on appelle ça les bleus dans les rues. C'est pas le MR, les bleus, c'est les policiers, voilà. On va mettre plus de bleus dans les rues. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas de Forêt, par exemple, quand on appelle quelqu'un la nuit pour un problème, la patrouille vient d'Anderlecht, doit franchir toute une série de cordons, ça prend un temps de dingue. On aura bientôt, à 2 pas d'ici, un nouveau commissariat qui va se créer tout près. Ça, c'est une avancée, évidemment, mais il existe quand même aussi des mesures qui doivent être prises, et notamment en termes de good move, pour que les policiers puissent intervenir plus rapidement, et les pompiers. C'est le même problème. Et donc ça, nous le connaissons actuellement en termes de communes, et Forêt n'est pas la seule commune impactée à cet égard. On a un véritable manque en termes de sécurité, d'un besoin d'intervention de la police zonale. Mais, et j'y reviens, le problème de sécurité dans les rues, c'est comme quelqu'un qui a mal aux dents. Quand vous avez mal aux dents, vous allez prendre un dafalgan. Ça, c'est mettre les policiers dans les rues. Vous aurez moins mal aux dents. Mais l'abcès, il est toujours là. Voilà, on règle ce qu'il faut faire, en surface, mais pas en profondeur. Vous devez arracher la dent malade. Et ça, c'est le fédéral. Le fédéral est encore plus laminé que la police zonale, en tout cas dans certaines communes. Vous avez déjà remarqué que ce sont les communes les plus riches où il y a le moins de délinquance. Vous avez une explication là-dessus, Je plaisante. Mais donc là, pour moi, le problème, il est évidemment au-dessus par rapport à la lutte contre les organisations criminelles. Et lutter contre les organisations criminelles, et j'en reviens à mon message perpétuel, c'est non seulement une lutte qui doit se faire au niveau des policiers qui luttent contre les narcotrafiquants, par exemple, pour prendre cette infraction-là. Il y a le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, etc. Mais c'est d'une manière globale, chercher l'argent, follow the money. C'est là qu'on doit les tenir. Et chercher leurs conseillers.
vous souvenez de ce film avec Tom Cruise, de ce excellent livre de Grisham qui s'appelle The Firm? Ah, j'allais citer un autre film, mais non, dites-moi. Ah ben, c'est magnifique. Hein. Donc, vous avez le jeune avocat qui est engagé dans une société d'avocats qui traite le blanchiment d'argent de la mafia. Et alors, le FBI tente de le coincer parce que le frère de l'avocat est en tôle, il tente de lui... Et donc, il lui exerce un chantage terrible. Il doit fournir des renseignements concernant le blanchiment d'argent des mafias fait par ses patrons et par lui. Bien indirectement. Et à un certain moment, il dit non. Par contre, il fournit au FBI une série d'informations qui rend les policiers du FBI fous furieux. En réalité, il n'y a rien sur les éléments du blanchiment. Parce que Tom Cruise, qui joue le rôle de l'avocat, leur dit « Moi, je suis avocat. Jamais vous n'aurez une information concernant mes clients, j'ai prêté serment, c'est le secret professionnel absolu. Par contre, voilà, je vous donne ici tous les timesheets faux de l'association d'avocats. Ils ont falsifié leur timesheet pour demander plus d'honoraires. Ça connaît bien, il dit à quoi ça sert. C'est un crime fédéral puni jusqu'à 20 ans de prison, et là, vous les aurez. Une félonie. Et donc, en réalité, il termine par cela en disant, si vous voulez tuer les mafias, commencez par arrêter leurs avocats, traduisez leurs blanchisseurs, et tous ceux qui, dans les professionnels du chiffre, pratiquent cela. Et c'est ça qu'il faut faire. Avec cela, on a une chance réelle de tenter d'éviter qu'on se tire encore dessus dans les rues. C'est intéressant parce que moi, j'allais citer une série qui s'appelle The Wire, qui est donc écrite et réalisée par David Simon, qui était anciennement journaliste. Donc The Wire, pour dire sur écoute. Sur écoute, oui. Moi, je voilà, on met sur écoute les lignes téléphoniques. Ça se passe au début des années 2000 avec les cabines téléphoniques et puis l'arrivée des téléphones portables et tout ça. Et il y a une citation qui m'a marqué dans cette série, c'était policier qui explique que si on suit les dealers de drogue, on va trouver plus de drogue. Mais à partir du moment où on commence à suivre l'argent, on ne sait pas sur qui on va arriver. Et concrètement, dans la série, ils tombent sur les politiciens et ils commencent à avoir des problèmes à ce moment-là et leur enquête commence à avoir des sérieux problèmes. Et donc là, on rejoint la question de la corruption, finalement. C'est si on suit l'argent, est-ce qu'on n'arrive pas rapidement à des sphères... La corruption est à tous les niveaux, hein, comme vous avez au sommet de l'État jusqu'au plus bas. Mais je ne pense pas, par exemple, à des... Quand je dis à des parlementaires, il y a quand même eu des grands scandales qui se sont faits, que nous avons rencontrés. Non, je pense vraiment qu'elle existe. Je ne pense pas que la Belgique puisse être qualifiée d'État corrompu ni de narco-État. Oui, on vous pose tout le temps la question. Parce que c'est un petit peu, c'est un peu exagéré. Dans toutes les interviews, on me demande si la Belgique est un narco-État. Mais vous avez vu ce que j'ai écrit dans mon bouquin. Ma réponse, elle est simple. Bah oui, c'est clair. Mais non. Quoique. Oui, c'est ça. Et c'est le quoique qui est embêtant, parce que à considérer que en blanchiment, on est quand même au sommet, en corruption, il y a dans l'affaire Sky ICC, qui est ce célèbre procès dans lequel on a mis en évidence, parce que pour une fois, c'est la police qui a hacké les truands et pas l'inverse. Donc on a arrêté 130 personnes, et vous avez 10 policiers qui vont faire l'objet de poursuites, corrompus. Et donc, la corruption est là. Et donc, je vous parle de ces fonctionnaires que j'ai arrêtés dans une commune de l'agglomération bruxelloise. Mais, donc, la corruption est à toutes les strates. Le blanchiment, il est là. D'un autre côté, la violence s'exprime dans les rues. On connaît les montants. On sait sur écoute téléphonique que, le port d'Anvers est obstrué par les conteneurs bourrés de cocaïne qui arrivent un peu partout, que 1 gramme de cocaïne se vend 50 €, et qu'on peut quand même compter entre 900 tonnes et 1000 tonnes par an qui passent à travers. Dites, faites un peu le calcul, c'est beaucoup. Hein. Vous ajoutez à ça Amsterdam, Rotterdam, le Brest, le Pirée, Marseille, etc. C'est vraiment beaucoup, sans compter les autres moyens de transport. Et que nous avons donc la Belgique, qui est une plaque centrale de plusieurs trafics, dont le narcotrafic. Que nous avons aussi des éléments extérieurs, comme le fait que... on tente d'enlever notre ancien ministre de la Justice, M. Van Quickenborne. Nous avons quand même la fameuse corruption des policiers. Aux Pays-Bas, vous avez des personnes assassinées, magistrats et journalistes. Avocats et journalistes. Vous avez la famille royale menacée aux Pays-Bas. La mocromafia oblige des gens à quitter des quartiers entiers d'Amsterdam. Pays-Bas, c'est la Belgique. Hein. Alors que nous avons chez nous une perte de contrôle totale en termes de deal. Nous sommes en train de parler, vous et moi. Si vous voulez un petit joint, moi je vous amène. Dans 10 mètres, je vous en trouve un. On va au parking du grand magasin de pas de chez vous, ils sont déjà là. Et donc, tout ça d'une grande hypocrisie également, que les policiers assistent au deal sans intervenir, parce qu'ils n'en ont pas envie ou pas les moyens. On ne sait pas leur en vouloir. Que vous voulez qu'ils fassent? Alors je me demande si nous ne sommes pas face à une question que je mets dans mon bouquin comme telle, parce que je le pense profondément,
que la vraie question, si ça continue et qu'on ne fait rien, ce n'est pas de savoir si la Belgique est devenue un narco-État, mais c'est de savoir quand elle le deviendra. Ça, c'est la vraie question. Elle va dans cette direction, même si c'est à rythme très lent, malgré tout, les choses s'empirent. J'avais pas prévu de poser cette question, mais puisque vous parlez de trafic de joints dans le quartier, est-ce que la réponse est oui. Oui. Je suis pour la libéralisation du cannabis. C'est ça que vous allez me demander? Oui, tout à fait. Ah, vous voyez que j'ai quand même encore un peu le... je suis un garçon très prévisible, apparemment. Mais voilà. Mais donc, j'ai pas dit que vous sentiez la bœuf. Hein. J'espère bien. Voilà, vous estimez que ce serait un moyen intéressant pour faire baisser les questions de criminalité. Écoutez, ça fait 15 ans que je l'écris, donc c'est pas du tout une surprise. Hein, bien avant d'avoir un programme politique ou quoi que ce soit. C'est l'évidence, et nous sommes ô combien nombreux à le penser. C'est une telle hypocrisie, parce qu'il y a des pays limitrophes, un peu plus loin en Europe, où la vente est libre, organisée. Regarde un petit peu ce que ça rapporte au Colorado, où ils ne savaient plus quoi faire de leurs bénéfices économiques sur la vente du cannabis. Mais c'est l'hypocrisie générale d'une part, mais c'est surtout le fait que les produits actuels qui sont vendus, c'est vraiment des produits coupés, qui sont dangereux pour la santé publique, que d'autre part, ça engraisse les organisations criminelles, bien sûr. Alors, pour moi, et je parle d'une expérience du cannabis pour commencer, je pense qu'il serait vraiment fondamental pour la société de libéraliser cette crasse en organisant la vente. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pourriez avoir un bénéfice qui vous permettrait de venir en aide sociale. Moi, l'aide sociale est fondamentale, plus que la répression, dans le cas des consommateurs, et des petits dealers qui sont consommateurs. Moi, je suis pour des interventions sociales et non pas de répression. À partir de ce moment-là, on aurait des montants qui permettraient justement d'avoir cette aide sociale, de, bien entendu, profiter à l'État, de libérer les forces de police qui travaillent. Oh, je plains déjà les petits fournisseurs de matongué à XL qui vivent de ça. J'en suis désolé. Mais d'un autre côté, ça permettrait à la police de travailler sur d'autres dossiers plus importants, et de tenter de régler le problème des seringues qu'on trouve dans le parc de Saint-Gilles ou dans le parc de Forêt, plutôt que de continuer à poursuivre finalement la chose qui est devenue vraiment le plaisir du vendredi soir pour une certaine jeunesse. Et voilà, c'est comme ça, c'est un phénomène de société. Moi, vous savez, l'excès d'alcool, c'est pas bon. Hein. Les toxicomanies ne sont pas bonnes en général. Mortel, ouais. L'excès du jeu, c'est la même chose. Eh bien, c'est la même chose avec l'excès de joint. Et alors, quand on me dit, oui, mais enfin, il va fumer, puis on vous allez libéraliser, il va passer à la coke. Est-ce que vous pouvez me prouver que celui qui a fumé un joint, qui pourra l'acheter avec une bonne qualité, va passer à la coke? Vous savez, il n'a pas besoin que ce soit libéralisé pour passer à la coke s'il a ennui le problème pathologique de l'addiction. Hein. Bon, franchement, non. Et au contraire, je pense que ce serait un moyen de combattre plus efficacement alors le trafic de cocaïne. Ça me permet de faire un lien avec donc la question de Sky ICC que vous évoquiez il y a un instant. C'est sans doute une des plus grandes évolutions depuis ces 20-30 dernières années, c'est le chiffrement des messages, le fait que les criminels peuvent communiquer, les criminels et les citoyens de manière générale peuvent communiquer de façon chiffrée, sécurisée assez facilement. Et concrètement, si on va demander maintenant pour prendre cet exemple-là, à Apple de donner les messages qui ont été échangés entre deux iPhones via l'application Message, ils vont dire, en fait, non, moi je n'ai pas les clés pour savoir ça, c'est seulement les utilisateurs qui ont leur code secret, leur empreinte digitale qui permettent de déchiffrer tout ça. Moi, je ne sais pas. Et du coup, on ne peut demander à personne. Dans le cas de Sky ICC, il y avait une faille. Mais idéalement, dans le cas d'un chiffrement de bout en bout, on peut demander à personne, à part les deux personnes qui échangent les messages. Ça pose des sérieux problèmes, évidemment, pour les forces de l'ordre, à nouveau, qui souhaiteraient avancer dans l'enquête. Et en même temps, on revient à la question qu'on évoquait un peu plus tôt, le droit à la vie privée, le fait que, voilà, c'est finalement assez légitime dans un contexte liberticide, dans un contexte de surveillance de masse, de vouloir chiffrer ses communications, dans certains contextes. Oui. Le deuxième volet de votre question, mettre les choses en balance, moi, vous savez... je préfère prendre un très léger risque en matière de vie privée parce que je sais que les structures sont là pour la protéger. Pour l'instant. Plutôt que de... Oui, mais pour l'instant. Et ça, on peut encore faire marche arrière après. Par contre, je vous parle d'enquête immédiate, hein, pas de banque de données. Je vous parle véritablement d'enquête immédiate. Voilà, c'est immédiat. Et je crois qu'il est plus important pour l'instant de foutre par terre les organisations criminelles qui sont en train tout simplement de nous amener vers d'autres règles encore plus liberticides par le pouvoir qu'ils vont occuper. Pour votre première partie, tout est une question de technique. Oui, je réagirais déjà à ça sur le fait que
les fuites d'Edward Snowden sont sorties il y a plus de 10 ans. Oui. Et on voit que là, ce n'est absolument pas opéré dans un cadre judiciaire et Non, illicite. c'est ainsi. Ouais. Mais pour ma part, je pense que les organisations criminelles sont beaucoup plus dangereuses actuellement que peut-être certaines exploitations de données de vie privée obtenues illégalement, je dis bien illégalement, par rapport à une faille de la protection de la vie privée qui aurait peut-être pour origine, à un certain moment, une origine policière ou judiciaire. Je pense que c'est une infime exception. Mais c'est un peu le problème de Pegasus, par exemple. Hein. Donc, vous savez que c'est un programme que je pense... Israélien, ouais. Problème israélien. La Belgique a acheté ce programme. Hein. Je ne peux pas m'imaginer que l'on ne l'ait point. Hein. Mais le problème, c'est que ce programme a été diffusé, évidemment, dans des tas d'autres organisations, d'autres criminels, on le sait. Alors qu'au départ, Israël avait bien dit, jamais nous ne fournirons ça à d'autres, mais que voulez-vous, ça se reproduit. Hein. Alors, tout est une question de technique. Tout est une question de moyens pour faire évoluer la technique. Il y a des pays qui sont les hyper spécialistes en matière de technique. La Russie, mais ça, je ne suis pas sûr qu'on doit attendre grand-chose d'eux. Israël, quand même, est pas mal développé. Les États-Unis. Et là, il faut véritablement, à mon avis, pouvoir travailler chez nous, développer les capacités scientifiques pour augmenter la possibilité d'accéder aux données criminelles, comme on a fait avec Sky SEC. Je résume Sky SEC. Nous connaissions, c'est les pires de tout. Mais quand vous arrivez en Chine, par exemple, nous, les professionnels, quand on était amenés à voyager en Chine, on devait laisser nos ordinateurs et nos GSM à Bruxelles et on recevait un GSM vide qui servait uniquement parce que le simple fait de franchir la frontière, on était déjà complètement hacké dans nos informations contenues dans le GSM. Et donc ça, c'est un peu les Chinois, quoi. Ils sont curieux. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont curieux mais ils ont tout. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez, mais un bel euphémisme. Les Chinois pourraient nous couper d'énergie assez facilement hein, avec les panneaux solaires. Hein. 80% des panneaux solaires sont livrés par la Chine. Okay. Et quand vous réglez vos panneaux solaires, c'est avec le... Oui, des téléphones Huawei, etc. Des antennes 5G, Huawei, etc. Eh bien, ils ont accès à tout, donc ils pourraient tout bloquer. C'est extrêmement simple. Il faut arriver... Alors, pour un petit peu, j'allais dire, rassurer ceux qui pourraient penser que la vie privée est en danger par rapport à cela, dans un cas comme Sky SEC, c'était bien limité aux criminels. Hein. Donc, ce sont des criminels qui ont été visés dans cette enquête. Hein. Il n'y avait pas d'autres personnes pour des motifs, par exemple, politiques. Dans la vente de Pegasus, Israël avait bien dit « Jamais on ne touchera à des personnes qui pourraient utiliser pour des motifs politiques le système Pegasus, qui a donc été utilisé dans certains pays du Moyen-Orient pour lutter contre les opposants politiques, parce que, évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça, vous allez passer à travers. Donc là, soyons clairs, je suis d'accord pour les garde-fous, et tout le monde est d'accord, ça va de soi. Mais je suis aussi d'accord, ça je vous ai parlé d'audace tout à l'heure dans les enquêtes, si on ne fait pas preuve d'un peu d'audace de temps en temps, mais dans le respect de la vie privée, à partir de ce moment-là, vous mettez alors en évidence le fait que, écoutez, l'organisation criminelle est là, mais on pourrait peut-être avoir une donnée qui concerne quelqu'un qui n'en fait pas partie, et faisons marche arrière. Ça, je ne veux pas. Je vais revenir sur la question des moyens qu'on octroie à la justice, la question de budget, puisque, encore une fois, on est dans un contexte d'austérité où on essaie de faire des coupes sur la plupart des services publics. Inversement, ce qu'on entend régulièrement, c'est qu'il y aurait énormément de patrimoine au niveau de la fraude fiscale, au niveau du 1% des très, 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 très riches en Belgique. Est-ce qu'il y a une volonté au niveau des pouvoirs publics, au niveau des élus, de s'attaquer à ces assets-là? Moi, j'ai été, je crois, à jamais marqué par... je crois qu'il travaillait avec vous, Jean-Luc Ruc, lorsqu'il était encore au mouvement réformateur, avait refusé de voter une loi qui visait à courir après justement les personnes qui faisaient de la fraude fiscale. Pardon, non, c'est l'inverse. Lui était en faveur de cette loi et Monsieur GLB, justement, estimait que ça visait un peu trop leur électorat. Bon, voilà, c'était une formule intéressante. Est-ce que donc voilà, je me sens que ça m'a marqué. C'est vrai, vous avez raison. Est-ce que vous estimez qu'il y a aujourd'hui, au sein de la Chambre des représentants, au sein de nos élus, une volonté suffisante pour courir après ce patrimoine-là, le patrimoine de la fraude fiscale?
On parle bien du patrimoine de la fraude fiscale, parce qu'il y a des tas de gens que j'avais rencontrés en cours de campagne qui confondaient un petit peu le fait d'être riche et le fait d'être un fraudeur. L'un ne veut pas nécessairement dire l'autre. Alors soyons clairs, on parle des fraudeurs. Pas selon GLB, mais oui, ok. Il est, comment dire, un peu particulier. La fraude fiscale, c'est une infraction pénale. Elle soit grave ou organisée, ou même la fraude fiscale simple, c'est aux infractions pénales. Donc, en réalité, ça représente combien de produits non déclarés, mais je vous parle des gens honnêtes, hein, donc je ne vous parle pas des narcotrafiquants et autres. Ceux qui ont une activité normale et qui ne déclarent pas, c'est plus ou moins 30 milliards par an en Belgique. Et que vous appelez les gens honnêtes. Donc ça fait 6 à 7% du PIB brut belge. Donc les gens honnêtes, c'est le coiffeur, c'est l'entrepreneur, c'est les sociétés de nettoyage, etc. Sauf que là, évidemment, le problème, c'est que en général, la fraude fiscale s'accompagne de tas d'autres infractions comme le faux usage de faux, la falsification de bilan, etc. Donc ça va déjà de manière un peu plus grave que le fait que vous allez au restaurant et qu'on ne vous donne pas la note TVA. On en est loin, mais la fraude fiscale, ça reste quand même effectivement un problème. Alors, sur le plan strictement de la répression fiscale, écoutez, le SPF Finance est désossé, quoi. Il faut quand même se reconnaître que la gestion de SPF Finance n'a pas été top ces dernières années en termes de structurel. Vous avez, en plus de ça, moi j'ose le mot, hein, donc vous savez, je m'avance. Je parlerai même dans la communication de véritable escroquerie intellectuelle, dans la mesure où les montants qui sont avancés en termes de résultats ne sont pas les montants qui ont été récupérés par l'administration fiscale, mais qui ont été enrôlés, donc c'est-à-dire des créances. Une créance, ça ne veut rien faire quand vous avez dans ces créances des sociétés qui vont tomber en faillite, qui sont des coquilles vides. Or, le plus grand des montants annoncés comme des résultats sont en réalité des créances et pas des sous qui sont tombés dans le pot de l'État. Alors, 30 milliards, mais imaginez-vous que vous arrivez donc à 12-13 milliards d'impôts. Vous imaginez, en termes de budget, ça change tout par rapport au fonctionnement de l'État. Vous feriez fonctionner les valeurs de la démocratie sociale de manière plus juste, comme la justice, la culture, l'enseignement, les soins de santé et la solidarité, si on avait ne fût-ce que ce montant-là. Alors je vous passe évidemment la totalité des autres infractions qui sont déjà bien plus graves que la simple fraude fiscale et sociale. Hein, vous devez mêler les deux. Hein, ils sont indissociables. La fraude sociale a d'ailleurs pris véritablement un pas extrêmement important dans notre société belge et les autres infractions comme les narcotrafiquants, etc. C'est de la fraude fiscale aussi, hein, mais bon, l'infraction en amont, c'est quand même autre chose que la simple non-déclaration dans sa déclaration. Ouais. Voilà. Donc, mais rien que ça, c'est déjà grave. Alors, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire on ne prend pas? Ça a toujours été. Est-ce qu'il y a une volonté de la part des autorités, de la part des élus? Écoutez, la volonté de la part des élus, c'est quasiment les considérer comme étant les complices. J'ai presque envie de dire oui, d'une certaine manière. Parce que je ne peux pas croire qu'ils ne soient pas informés, et ça fait quand même des années que nous sommes plusieurs professionnels à vouloir les informer de l'immensité du phénomène. Il y a un manque de volonté de la part des élus. Oui, bien sûr. Mais il a toujours existé, mais pas des élus d'aujourd'hui. C'est le mot aujourd'hui que je voudrais enlever dans votre question en disant ça a toujours été le cas. Je vais prendre un exemple de petit sursaut où on a tenté de faire quelque chose. Di Rupo. Gouvernement Di Rupo, vous avez un secrétariat d'État à la lutte contre la fraude fiscale et sociale, John Crombie, qui est aujourd'hui le bourgmestre d'Ostende, à Voreux, à l'époque c'était le SP. Il avait comme secrétaire d'État pris les choses en main. Et il avait un ennemi au sein du gouvernement, qui lui mettait des bâtons dans les roues. C'était le ministre des Finances, qui lui disait, enfin John, tu touches à notre zone de confort. Est-ce que ce ne serait pas Didier Reynders à l'époque? Non, c'était qui? Je le dirai dans un instant. Et John avait véritablement, j'ai travaillé avec lui aussi, donc avait véritablement pris les choses en main. Et là, il y a vraiment eu une avancée. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Fin du gouvernement Di Rupo, arrive la Suédoise. Et là, on va scinder. Louis Michel va pas du tout faire émettre un intérêt à l'égard de la lutte contre la criminalité financière. Et le secrétariat d'État va être scindé en deux, fraude fiscale d'un côté et fraude sociale de l'autre. À la fraude fiscale, on met une gynécologue. Il a fallu 6 mois d'existence et puis c'était terminé parce qu'elle n'y connaissait rien. Et puis à la fraude sociale,
droite flamand qui dit « Et vous allez voir, les chômeurs, ça va pas se passer comme ça. » La fraude sociale, c'est pas ça. La fraude sociale, c'est les patrons, c'est pas les chômeurs. C'est pas bien d'être chômeur et de travailler en noir. Mais le petit montant que ça représente n'est rien par rapport au brassage des affaires en matière de fraude sociale des patrons. Déjà, pas mal. Et on vient à la Vivaldi. Imaginez dans ma position, la Vivaldi, il y a les socialistes et il y a les écolos, quoi. Je plonge sur le programme, rien par rapport à la lutte contre la criminalité financière, et en plus, la suppression pure et simple des 2 secrétariats d'État. Alors, si vous pensez que ça, c'est pas la volonté, tout simplement, de ne pas agir dans ce système, qui était le Premier ministre de la Vivaldi? Alexandre De Croo. Ministre des Finances à l'époque. Ah, bah voilà. Roupeau. Premier invité de ce podcast. Donc, vous voyez un petit peu... Je ne lui ai pas posé la question, c'est vrai. Mais alors, je me suis bien amusé avec Alexandre De Croo parce que cet homme a incontestablement des compétences. Je le trouve brillant et sympathique. Mais il y a un jour, quand même, il a dit une grosse bêtise. Et je pense qu'il est dans son néolibéralisme un peu en dehors des préoccupations que je développe, parce qu'il n'a jamais rencontré véritablement sur le plan factuel les problèmes que nous connaissons. J'adorerais cette émission chez Pascal Vrébos. Donc, il passe... c'était il y a 6-7 ans, 6 ans. Sur RTL, alors. Et alors, j'avais gueulé avec Frédéric Van Leeuw à l'époque, qui était procureur fédéral, et avec Ignacio de la Serna, qui était le procureur général de Mons. On avait hurlé en disant « Narcotrafiquants, les mafias sont en train de prendre le pouvoir. Si ça continue comme ça, on va se tirer dessus dans les rues. » quoi. Et la Belgique est corrompue dans ce système. Et là-dessus, Pascal Vrébos, le juge Clay, s'est énervé dans la Libre hier. Donc, la Belgique est un État corrompu, ce que j'ai jamais dit. J'ai dit que la corruption existait à tous les étages. Et là-dessus, Alexandre De Croo, quoi? Mais ça, il peut pas dire. Hein. Et d'ailleurs, qu'il le prouve. Alors là, tous les professionnels ont dit « Attends, il délire ou quoi ?» Et quelques années plus tard, il y a Pascal Vrébos qui me téléphone en disant « Tiens, il y a Alexandre De Croo qui revient, tu as quelque chose à lui dire ?» Je lui dis « Mais tu repasses en boucle son qu'il le prouve, et tu passes en boucle Sky ICC, le Qatargate, les infractions dans les communes, les policiers arrêtés, etc. Et tu lui dis « Vous pensez pas que c'est prouvé aujourd'hui, pour autant que ce soit nécessaire à l'époque de le faire ?» Il le fait, et Alexandre De Croo lui dit « Oui. » Il faudra faire quelque chose. Alors, je l'aime bien, mais là, je pense que la première fois, il aurait mieux valu qu'il se taise. J'essaierai de retrouver cet extrait. C'est fameux ce que vous me décrivez. L'autre exemple que j'ai en tête, c'est vis-à-vis de son néolibéralisme, c'est qu'il était très, avant tous les francophones, il était fortement en faveur du fait d'arrêter les allocations de chômage après 2 ans. Ça revient. Hein, et voilà. oui, voilà. Maintenant, c'est du côté francophone qu'on en parle beaucoup maintenant. Et il y avait aussi le fait que pendant le Covid, il était assez méprisant avec les personnes qui voulaient... il y avait auprès d'une certaine population une absence totale de dialogue avec les autorités publiques. Et donc, quand on disait aux gens « allez vous faire vacciner », il y avait presque automatiquement, chez ces populations-là, une méfiance et on n'a pas envie de faire ce que les autorités nous disent. Et il y avait une stigmatisation assez importante de la part d'Alexandre De Croo qui parlait de ces gens-là comme étant des idiots, quoi. Enfin, bon, mais moi, j'étais vacciné, donc je peux d'autant plus facilement prendre la parole que je vacciné avant tout le monde, moi. Mais... Je trouve que le droit à toute personne de ne pas vouloir se faire vacciner en subissant les conséquences administratives que ça entraînait. Mais c'est un droit. Je ne vois pas pourquoi on mépriserait ces personnes. Disons que dans le cadre d'une pandémie, il y avait des répercussions qui allaient au-delà d'une personne. Bon, mais enfin, la vaccination n'empêche pas la transmission. La vaccination, c'est un effet personnel, c'est tout. Ça réduit les effets au maximum. Mais ça n'empêche pas le virus de se transmettre. Ça diminue quand même nettement les chances de la viralité du truc, quoi. Ça diminue la transmission. Oui, certes. Dans le cas d'une pandémie, c'est intéressant. Certes, ça l'a sans doute diminué, mais aujourd'hui, et je pense que ce sont des choses que... Moi, je vous dis, je suis vacciné, je ne suis pas un anti-vac. Hein, mais je me demande s'il n'y a pas eu des conséquences que nous n'avons pas encore tout à fait déterminées ou qui ne sont pas connues par rapport aux conséquences du vaccin. Je ne suis pas certain que nous sachions tout à cet égard. Ok, je ne m'attendais pas à ce que nous prenions un tournant complotiste dans cette interview. Je ne pense pas du tout, parce que le complotiste suppose une volonté. Je n'ai pas dit qu'il avait volonté. Oui, bah écoutez, Vous savez, dans les complotistes, il y a parfois des lanceurs d'alerte qui ont raison, hein.
On commence par leur dire qu'ils sont complotistes, et puis après, on leur remercie de leur message. Hein. Attention. Bien. À propos de complotisme et de mouvances douteuses, nous enregistrons cette interview moins de 24 heures après la passation de pouvoir à Washington. On a observé un geste assez choquant de la part de l'homme le plus riche du monde. Est-ce que vous partagez avec moi le fait que on se rapproche dangereusement d'un État fasciste américain? Donc Certains disent que c'est un geste qui pouvait être interprété comme ça, d'autres disent que c'est un geste qui doit être interprété comme ça. Il faudrait peut-être un jour lui poser la question. Alors, il a réagi sur Twitter. Et plutôt que de nier la question et de dire non, ce n'était pas... Donc, il fait référence à un salut nazi de Elon Musk. Plutôt que de dire non, ce n'était pas ça, il a dit « Oh, j'en ai marre de toutes ces accusations. » Oui, bon, vous savez, il y a des tas d'autres éléments qui vont dans ce sens par rapport à l'ambiance actuelle. Bon, ça, c'est un petit épiphénomène. On peut regretter l'absence de Jean-Marie Le Pen, retenu pour des raisons de santé. Mais je pense qu'il aurait été très bien dans la tribune aussi. Bien. Mais je faisais cette transition vis-à-vis de ce qu'on expliquait sur la détérioration globale de nos démocraties. C'est un exemple quand même assez grave. Qu'est-ce qui explique le succès de la mouvance conservatrice à travers le monde, selon vous, que ce soit en Amérique, en Belgique, en France? Démocratie, c'est toujours malheureusement un mouvement de balancier qui va aller dans un sens, dans l'autre. Je ne sais pas, moi je ne suis pas ni sociologue, ni politologue. Je pense que le phénomène de la crainte, de la paupérisation sont deux phénomènes, la crainte venant des déséquilibres sociaux et de la paupérisation étant les conséquences, sont à la base, effectivement, d'une volonté soit de voter dans l'extrême droite, soit de voter dans l'extrême gauche. Les deux phénomènes peuvent se cumuler. L'extrême droite, malheureusement, là, on est en train de prendre par rapport aux États-Unis quelque chose d'hallucinant. Mais moi, j'avais toujours parié sur la réélection de Trump, même quand il était au plus bas avec les poursuites qu'il subissait. Moi, j'étais travaillé aux États-Unis, donc si vous voulez, il faut connaître les États-Unis, se rendre compte qu'il n'y a pas que San Francisco d'un côté et New York de l'autre. Hein. Entre, il y a toute l'Amérique, quoi. Et l'Amérique profonde, c'est Trump. Et San Francisco est devenu assez trumpiste aussi. C'est assez trumpiste aussi. Bon, je veux dire, c'est une ville très intellectuelle aussi. Mais bon, là, c'est comme ça. Mais alors, en Europe, ça, c'est vraiment le phénomène qui grimpe. Et moi, ce qui me fait très, très peur, bon, déjà, Mélanie qui se revêt d'un manteau de démocrate, mais je voudrais bien qu'elle ne l'ouvre pas, parce que ce qui est à l'intérieur, à mon avis, ne doit pas être tout à fait propre. Mais imaginez-vous ce qui va se passer en France. Qu'est-ce qui va se passer en France? On n'est pas en train de préparer tout simplement le lit de l'extrême droite en ouvrant les portes de l'Élysée à Bardella. J'ai un peu le sentiment que c'est cela qui est en train de se produire. Moi, c'est une crainte réelle que j'ai, parce que Trump, j'étais certain qu'il allait se faire élire. Bardella, je ne sais pas. Je pense qu'il peut encore y avoir un sursaut démocratique. La France est encore même, pour moi, un des plus beaux exemples d'un pays démocratique, même un peu fort de pouvoir, certes, grande importance de l'exécutif, mais c'est quand même un pays avec un certain nombre de valeurs, et je crains le pire à cet égard. Mais tout dépend toujours des électeurs. J'ai bien suivi le 10e sinistre anniversaire de Charlie Hebdo. C'était très amusant de voir les commentaires qui se faisaient par rapport à ce qui s'était passé, etc. Donc, tout ceci se lie avec des relents de racisme, de radicalisation, de crainte, de recul, d'avancée, et finalement de continents qui s'entrechoquent aujourd'hui. Et j'ai extrêmement peur de cela. Et c'est pas fini, il n'y a pas que l'Europe, hein, donc nous ne sommes pas qu'en Europe tout à fait menacés. Les extrêmes existent déjà depuis tant d'années dans les pays. Qu'est-ce qui va se passer en Iran? Je suis en train de travailler sur un ouvrage sur l'Iran d'aujourd'hui. Hein, et ce qui s'y passe est effrayant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas espérer un jour un été arabe au départ de l'Iran? Qui n'est pas arabe, d'ailleurs. J'ai l'impression que ça fait 20-30 ans qu'on en voit surgir peut-être un chaque été, et puis finalement, il est maté à chaque fois. Quand est-ce que ça va se passer? C'est peut-être ce qui retient l'Iran de faire la guerre à Israël, c'est de savoir que s'ils sortent des frontières, ils vont imploser de l'intérieur. C'est possible. Mais il y a tant de choses à espérer de ce côté-là, et tant d'horreurs qui se passent. À un moment, il y avait un pendu sans jugement toutes les 6 heures à Téhéran. Je me souviendrai aussi du maire de Téhéran qui était en visite ici avec les autorités qu'il avait laissé venir et la presse qui était passée à côté. C'est la communauté iranienne qui a téléphoné
en disant, vous vous rendez compte qu'il y a le maire de Téhéran qui est à l'Union européenne, à la Commission, à la place. Mais non, si. Et puis, ça a pris une ampleur telle que c'est devenu un phénomène de société qui a entraîné presque la chute du gouvernement. Hein. Donc, on était à deux doigts. Hein. C'est le ministre... Pascal Smet, le ministère des Affaires étrangères, Jalabib. Presque à Jalabib, mais finalement non. Non, il a échappé. Ouais. Pascal Smet vous dira que c'était un tort, que c'était sa faute, mais voilà. Mais je m'en moque. Je veux dire, le fait que ça s'est passé, ça c'est ahurissant. C'est pour moi à nouveau... Ce qui est interpellant dans votre réponse, que ce soit vis-à-vis donc de ces mouvances conservatrices, c'est gentil, hein, on va carrément dire fascisantes, à travers le monde, et également donc l'augmentation de la criminalité, et le fait qu'on le court après, et que c'est de pire en pire, etc. C'est que il y a vraiment un fatalisme et un pessimisme en fait dans votre réponse. C'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment expliquer pourquoi les choses s'empirent au niveau démocratique. Vous ne savez pas si on arrivera à améliorer les choses au niveau criminel. Ça, c'est... Je ne suis pas sûr que nos auditeurs et nos auditrices vont bien dormir cette nuit. C'est ça. Mais quand vous dites que je suis fataliste et pessimiste, je termine quand même par un mot. Mon essai, c'est le mot espérance. D'un autre côté, il y a quand même 2 pages qui sont consacrées à un certain nombre de moyens que je souhaite voir mis en exécution pour tenter justement de lutter contre cette criminalité organisée. Et donc, en réalité, je ne suis pas fataliste. Mon pessimisme, il est dirigé vers, en réalité, la nature humaine du monde politique, quoi. Voilà, c'est ça. Mais pas par rapport aux gens. Moi, vous savez, je suis un humaniste profond. Raison pour laquelle je ne serai jamais quelqu'un de politique, c'est impossible. Vous allez me dire que, si, il y a des politiques qui sont des humanistes, je suis d'accord. Mais ils ont changé de nom depuis. Je ne pense pas que ce soit l'apanage de tout le monde politique pour cela. Bon, ben, en attendant, voilà, on est quand même dans une situation extrêmement délicate, mais moi je crois encore en cela. Et à défaut de faire marche arrière, je pense qu'on peut, vers l'avenir, tenter de... Mais tous ces phénomènes s'agglutinent. Ça devient, bon, vous avez évoqué la montée de l'extrême droite, et moi j'évoque la montée de la criminalité financière, et ça se mélange. Et donc, ce qui est terriblement inquiétant, c'est qu'on est dans des phénomènes de spirale actuellement, dont on a vraiment perdu le contrôle. Ça m'inquiète terriblement. Et je ne sais pas comment il faut faire pour réveiller le citoyen. On pouvait le faire à travers le vote, mais ça n'a pas donné grand-chose. Bruxelles est devenue ingouvernable. Mais pour des motifs communautaristes. C'est hallucinant de voir dans quelle situation on se trouve dans Bruxelles par rapport à des règles structurelles qui ont été imposées à un certain moment et qui aujourd'hui se retournent complètement dans des effets pervers. Donc, vous faites référence au fait que les listes néerlandophones à Bruxelles ont un avantage numéraire par rapport aux listes francophones. Qui ne correspond pas à la population. Plus facile d'obtenir un siège néerlandophone. Et il y a notamment une liste électorale qui est la liste de Fouad Haïdar, qui a fait campagne en fait sur les 2 fronts, du côté francophone et chez les néerlandophones également, puisque à la base il venait du parti socialiste néerlandophone, et donc ça lui a permis d'obtenir une armée d'électeurs, et qui lui a permis d'obtenir alors je ne sais plus 3 combien de sièges Je pense que c'est plus ou moins ça, mais c'est beaucoup, hein. Oui, 3. Mais c'est en tout cas sur le plan néerlandophone, c'est une puissance de blocage. 3 sièges sur les 13 sièges néerlandophones à Bruxelles, c'est énorme. C'est gigantesque. Il y a, je crois, Groen qui en a 4. Donc, je ne sais plus les répartitions au chiffre près, mais en tout cas, la puissance de blocage, elle est là. La capacité de blocage, elle est là. Du coup, oui, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la seule solution viendra d'une réforme de ce système-là et qu'on n'aura pas de gouvernement avant. Là, nous sommes bien d'accord. Ouais. Ça passera par quoi exactement ? Je ne suis pas familier. C'est une réforme tout à fait structurelle, donc c'est normatif, hein, donc il faut retravailler tout, quoi. Mais bon, ça va entraîner aussi des levées de boucliers, parce que vous passerez alors par une réduction de la représentation flamande. Ça, ils n'accepteront jamais. N'oubliez jamais que nous sommes complètement bouffés par le communautaire, qui est un problème qui est bien plus fondamental que combattre la criminalité financière et la montée de l'extrême droite. Hein. Parce que ça, c'est grave. Hein. Et le communautaire bloque logiquement les efforts qui pourraient aller dans ce sens-là. Donc, on va mettre le communautaire de côté dans l'instant. Aujourd'hui, la situation des tueries dans les rues de Bruxelles, est-ce que on va vers le mieux, ou bien est-ce que c'est toujours aussi grave qu'il y a un an? Il y a un an, j'interviewais François de Smet, qui à ce moment-là était président de Défi. Effectivement, il me parlait de Kalachnikov facilement acheté à Anderlecht. On parlait de attentats à l'altitude 100, comme vous le disiez, etc. Ouais. C'était juste un état de fait, un constat. J'ai pas l'impression que les choses aient beaucoup bougé en un an. Elles ne se sont aggravées, je veux dire. Il y a eu malgré tout, je veux dire,
je crois, un juge d'instruction qui a été nommé un tribunal spécial vis-à-vis de ces questions, si je ne dis pas de bêtises. Vous parlez de la procureure dans le cas des narcotrafiquants, Madame Van Wimmersch. Potentiellement, je ne suis plus très sûr. sûr. Qui, elle, est chargée de la politique criminelle en matière de lutte contre les narcotrafiquants, qui est une personne remarquable, mais simplement, bon, avec les moyens qu'elle a, et donc elle va obtenir des moyens, parce que je pense qu'elle a cette capacité de convaincre, notamment par des solutions qu'elle apporte, et que je rejoins aussi en partie. Il y a un point sur lequel elle et moi, nous ne sommes pas d'accord, c'est la libéralisation du cannabis. Là, elle est contre, moi je suis pour. C'est un conflit d'idées, c'est pas un conflit de personnes. Mais mais c'est une... Oui, non, mais c'est pas... Vous savez, non, au contraire. Vous savez que dans la lutte contre les narcotrafiquants, vous avez un juge d'instruction à Anvers qui est placé en safe house. Vous savez ce que c'est être placé en safe house? Vous êtes privé de votre vie privée. Vous allez dans une maison que personne ne connaît sauf vous et les 2 membres de votre famille ou 3 qui peuvent vous accompagner. Vous êtes sous protection rapprochée minute par minute. Vous n'avez plus de vie privée, vous n'avez plus de loisirs, vous n'avez plus rien. Ça fait combien de mois que ça dure? Ça, c'est la réalité. Alors, ce que vous disiez pour dire que ça ne s'aggrave pas, moi je pense que ça s'aggrave terriblement. Voilà, mais donc on expliquait pourquoi ça bloquait au niveau budgétaire, au niveau politique communautaire à Bruxelles, etc. Mais c'est une question qu'il faut leur poser à eux. Pourquoi est-ce que vous bloquez tout? Alors on va voir l'Arizona. Alors moi j'attends avec impatience effectivement de lire ce qu'ils vont faire. Mais croyez-moi bien que c'est des questions qu'on leur posera, parce que maintenant, je demanderai tout simplement qu'il y ait des questions parlementaires qui soient soumises de manière permanente pour voir quels sont les progrès qui vont être réalisés dans le cadre de ce combat et pourquoi, tout d'un coup, il n'y a même pas l'once de l'exécution d'une mesure qui est prise pour lutter contre les phénomènes que nous avons décrits. On attendra que le gouvernement soit formé pour les confronter à ces questions-là. Pour autant qu'il le soit d'ailleurs, parce que encore deux, trois Twitter de GLB, je pense qu'on est dans une situation catastrophique. Ils sont dans une situation catastrophique de négociation. Mais voilà, au moment où cette interview sortira, je suppose qu'on aura plus de réponses. Elle sortira dans 2 jours. Donc, non, on n'aura toujours pas de réponse. Bien, voilà, donc on se rapproche tout doucement justement de la fin de cette interview. Je vais quand même revenir sur une question qu'on a rapidement évoquée en début d'interview, à savoir le cas d'Argate. Donc, on l'évoquait rapidement, appartement visité, menace de mort. Est-ce qu'aujourd'hui... Oui, menace de mort, oui, tout à fait. Non, j'ai reçu 2 lettres en disant tu as vu l'étoile du matin se lever, tu ne verras pas l'étoile du soir se coucher, et visant une personne, voilà. Donc c'était assez amusant, parce que quand on reçoit ce genre de lettres, ça fait rire. Parce que ce sont des gens qui sont un petit peu dérangés, donc voilà. Vous n'êtes pas sous protection policière, vous n'êtes pas... Je dis une bêtise? Oui, bien sûr. Ok. Sur base de ces bien entendu, oui, bien sûr. D'accord, ok. Parce que je n'ai pas eu de policier devant chez moi, c'est pour ça que... Non, pas pour l'instant, je suis retraité, ça fait 1 an que j'ai quitté, dites, on va pas poursuivre les personnes. Mais vous l'avez été. On va pas surveiller ma maison de retraite, quand même. Oui, c'est ça. Bien, mais donc pour revenir à ce que je disais, donc menace de mort, appartement visité, est-ce que vous en savez plus à ce stade? Rien du tout. Ouais. Bon, et ça ne vous interpelle pas plus que ça? Non, pas plus. C'est ainsi, je sais très bien qu'on n'obtiendra jamais la réponse, donc je ne vais pas m'en faire pour ça. Je ne m'en suis jamais inquiété d'ailleurs. Donc, il y a quelques années, j'ai fait l'objet d'une tentative de corruption absolument spectaculaire. Et là, pendant 1 semaine, j'avais vraiment des policiers qui m'étaient attachés presque 24 heures sur 24. Vous dormiez avec. Et là, c'était assez amusant, parce que je vais peut-être le raconter un jour dans mes mémoires. Je crois que ça fera rire beaucoup de gens. Vous pouvez le faire maintenant. J'ai toujours refusé de le faire en public. Mais je vous le raconterai en privé. Avec plaisir, je couperai les micros. Bien, est-ce que donc, le cas d'Argate, vous avez vous êtes in fine retiré du dossier. Est-ce que ces pressions ont joué? Je devine que non, puisque vous vous amusez très fort de mes questions à ce sujet. Vous êtes retiré pas du tout vis-à-vis de ça, alors? D'abord, je n'étais pas obligé de le faire. Ensuite, c'est parce que justice must be done, but seems to be done too, que les motifs qui étaient invoqués par quelques roquets hurlants, je ne sais plus qui, finalement se sont avérés tout à fait faux dans la suite de l'enquête telle que le parquet fédéral l'a communiqué.
Vous savez, de toute façon, j'arrivais à la pension, alors que ce soit 3 mois plus tard ou 3 mois avant, ça ne change rien. Ça ne sert à rien d'assassiner un juge ou de le démettre. Il y a de toute façon un autre qui suit, qui reprend et qui continue le travail. Donc, en cela, ça ne change rien par rapport ni à l'équilibre du dossier, ni par rapport à son suivi, c'est tout. Et le dossier, contrairement à ce qu'on pense, continue sa vie tout à fait normale, puisque actuellement on soumet, d'après ce que je lis dans la presse, je ne dévoile pas, on soumet à la Chambre des mises en accusation la validité de l'enquête au départ de la Sûreté de l'État, de 2 choses l'une, c'est valide ou c'est pas valide. Et si tout d'un coup, jusqu'à la Cour de cassation, on estime que la Sûreté de l'État a bien fait son job et la justice ensuite, eh bien à partir de ce moment-là, on aura vidé les problèmes de procédure et je pense que cette affaire pourra être jugée au fond. Vous avez une idée, une estimation du timing que ça pourrait Non, pas du tout. Ouais, ok. Mais donc c'est le fût du canon. Ouais. Vous connaissez le fût du canon. Mais l'affaire suit son cours. L'affaire suit son cours. Progresse. Il y a des magistrats belges dont la tête a été mise à prix. Vous avez reçu des menaces. Et donc aujourd'hui, vous vous sentez en sécurité Tout à fait. Mais je ne me suis jamais senti en insécurité. C'est un sentiment... Ouais. Il y a des gens qui prennent le métro et qui se sentent en insécurité. Exactement. De ma vie entière, je me suis jamais senti en insécurité. Vous savez, quand j'ai enquêté au Pakistan, en plein pays taliban, à la frontière de l'Afghanistan, en pays Pashtun, où nous étions avec des protections militaires et la voiture blindée de l'ambassadeur, etc., je ne me suis jamais senti en insécurité. Mais c'était une expérience qu'il fallait vivre. L'hôtel dans lequel on est descendu, d'ailleurs, 6 mois plus tard, a explosé. Le deuxième hôtel aussi, l'Intercontinental et le Marriott, il y a eu 160 morts, mais c'était 6 mois après notre venue. Je reste sans voix. Très bien. Michel Claes, merci beaucoup pour ces plus de 70 minutes passées avec moi. Eh bien, le temps a passé, c'était, je dirais, presque une conversation plutôt qu'une interview, très agréable. Merci. C'est absolument le principe. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.